Chapitre 13. Être désarmant. Des manœuvres trop apparentes éveillent les soupçons. Détournez l'attention de vos agissements en adoptant un profil bas, afin que l'autre se sente supérieur à vous. Si vous avez l'air faible, bouleversé, vulnérable, vos actes paraîtront moins calculés. Exhibez des signaux physiquement forts. Pleurez, blêmissez, feignez la timidité. Pour gagner la confiance, allez même jusqu'à avouer quelques vices, réels ou simulés. Jouez la franchise, posez-vous en victime et vous transformez la sympathie de votre cible en amour. La stratégie de la victime. C'était en pleine chaleur du mois d'août, dans les années 1770. La présidente de Tourvel était allée se reposer au château de sa vieille amie, Madame de Rosemonde, sans son mari, afin de profiter de ce cadre champêtre pour y jouir d'une paisible villégiature. Elle aimait les plaisirs simples, et son séjour prit bientôt un rythme tranquille. Messes quotidiennes, promenades dans la nature, œuvres charitables dans les villages du voisinage et jeux de cartes à la veillée. Lorsque le neveu de son hôtesse se présenta au château, la présidente se sentit d'abord dérangée par cette visite inopinée. Mais la curiosité l'emporta. Le vicomte de Valmont était, disait-on, l'un des pires libertins de la capitale. Certes, c'était un bel homme, cependant il était différent de ce qu'elle avait imaginé. Elle ne s'attendait pas à le trouver si mélancolique. Le plus étrange, c'est qu'il ne lui accordait guère d'attention. La présidente n'était pas coquette. Elle s'habillait sobrement, méprisait la mode et aimait son mari. Mais elle était jeune et belle, et devait d'ordinaire se défendre contre les entreprises de ses admirateurs. Secrètement, elle était un peu déçue que Valmont la remarquât si peu. Et puis, un matin à la messe, elle l'aperçut abîmé en prière. L'idée lui vint qu'il était peut-être en pleine crise spirituelle. À peine la présence du vicomte au château s'était-elle ébruitée, que la présidente avait reçu une lettre d'une amie la mettant en garde contre cet impénitent bourreau des cœurs. Toutefois, Madame de Tourvel s'estimait invulnérable. En outre, Valmont semblait disposé à se repentir de son passé tumultueux. Peut-être pouvait-elle l'aider à évoluer dans le bon sens. Quelle merveilleuse victoire pour Dieu ce serait! La présidente se mit donc à observer les allées et venues de Valmont, cherchant à comprendre ce qui se passait en lui. Bizarre, par exemple, qu'il parte à la chasse presque tous les matins et ne rapporte jamais de gibier. Lorsqu'elle demanda à sa servante de l'espionner, elle eut la merveilleuse surprise d'apprendre que Valmont n'avait pas du tout passé son temps à la chasse. Il s'était rendu dans un village voisin offrir une belle somme d'argent à une famille pauvre qui risquait de se faire expulser. Oui, elle avait vu juste. Cette âme passionnée se détournait du vice pour prendre le chemin de la vertu. Elle était aux anges. Le soir même, le vicomte et la présidente se retrouvèrent seul à seul. Et tout à trac, Valmont lui fit soudain un aveu bouleversant. Il était éperdument amoureux d'elle. Il avait l'impression de découvrir l'amour pour la première fois, la beauté de Madame de Tourvel, sa vertu, sa bonté, ses manières aimables avaient conquis son cœur. C'était pour elle que l'après-midi même, il avait fait une aussi généreuse aumône à ses pauvres. Elle lui avait inspiré ce geste, ou peut-être avait-il voulu l'impressionner. Il n'avait pas l'intention de le lui avouer, mais le trouble qu'il ressentait face à elle lui faisait perdre tout sang-froid. Il se jeta à ses genoux et la supplia de l'aider à sortir de sa vie d'indigne pécheur. La présidente de Tourvel, prise au dépourvu, fondit en larmes. Terriblement confuse, elle s'enfuit de la pièce et pendant plusieurs jours feignit d'être malade. Elle ne savait comment réagir aux lettres que Valmont s'était mis à lui envoyer, la suppliant de lui pardonner. Il y faisait l'éloge de sa beauté, celle de son visage et de son âme,
et prétendait qu'elle l'amenait à remettre en question toute la vie qu'il avait menée jusque-là. Ses missives passionnées la remuaient de fond en comble, elle qui s'était targuée d'être assez prudente pour ne pas se laisser ébranler. Elle savait qu'elle ferait mieux d'exiger de Valmont son départ du château, et lui écrivit dans ce sens. Il accepta à contre-cœur, mais à une condition, qu'elle l'autorise à lui écrire de Paris. Elle donna son consentement, sous réserve que ses lettres restent convenables. Lorsque le vicomte annonça son départ à sa tante, Madame de Tourvel était bourrelée de remords. Madame de Rosemonde se récria qu'il allait lui manquer, et Valmont était tout pâle. Il était évident qu'il souffrait. D'autres lettres ne tardèrent pas à arriver de Paris. Madame de Tourvel regretta bientôt de lui avoir accordé cette liberté. Il faisait litière de son exigence de retenue, lui jurait qu'il l'aimerait à jamais, lui reprochait sa froideur et son insensibilité. S'il avait mal tourné, expliquait-il, ce n'était pas de sa faute. Il avait été livré à lui-même, avait eu de mauvaises fréquentations. Sans son aide, il allait retomber dans le vice. « Ne soyez pas cruel, » suppliait-il. « C'est vous qui m'avez séduit. Je suis votre esclave, victime de vos charmes et de votre bonté. Puisque vous êtes si forte et que vous ne partagez pas mes sentiments, c'est que vous n'avez rien à craindre. » La présidente de Tourvel en venait à le prendre en pitié. Il semblait si faible, si désorienté. Comment l'aider? Mais d'abord, pourquoi occupait-il autant ses pensées à présent? Elle était pourtant heureuse en ménage. Il fallait qu'elle mette fin à cet épuisant échange de lettres. « Cessez de me parler d'amour, » écrivit-elle, « ou je ne répondrai plus. » La correspondance s'interrompit. Elle se sentit soulagée. Enfin, le calme et la tranquillité. Un beau soir, cependant, en s'asseyant à table pour dîner, elle entendit soudain la voix de Valmont derrière elle s'adressant à Madame de Rosemonde. Il avait subitement décidé de revenir pour une brève visite. Madame de Tourvel rougit jusqu'aux oreilles et sentit un frisson la parcourir. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. Il la regarda, elle se détourna, bredouilla une vague excuse, quitta la table et monta dans sa chambre. Mais les jours suivants, elle ne put l'éviter complètement. Il était plus pâle que jamais. Il se montra fort réservé. Les journées passaient sans qu'elle l'aperçût, mais cette absence même avait sur elle un effet paradoxal. Il lui manquait. Elle avait envie de le voir. Voilà qu'elle, un parangon de vertu, était tombée amoureuse de cet incorrigible séducteur. Dégoûtée d'elle-même et de ce qu'elle avait laissé se produire, elle quitta le château en pleine nuit sans prévenir quiconque et se réfugia à Paris pour se repentir de son affreux péché. Interprétation. Le personnage de Valmont, inspiré des grands libertins de la France du XVIIIe siècle, est le héros du roman épistolaire de Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses. Toutes ses actions sont calculées. Son comportement ambigu destiné à piquer la curiosité de Madame de Tourvel, son spectaculaire geste de charité, il sait qu'il est espionné, sa deuxième visite surprise au château, la pâleur de son visage, en réalité due à ses ébats nocturnes avec une servante. Le plus touchant est sa façon de se poser en victime. C'est lui qui paraît le plus faible des deux, lui qui s'est laissé séduire, bouleversé par la beauté de Madame de Tourvel. Comment la présidente pourrait-elle imaginer qu'il la manipule? Comment pourrait-il mentir alors qu'il semble confesser la vérité? Il reconnaît même à sa charité des motifs douteux, explique le pourquoi de sa vie dissolue, lui dévoile tout de ses émotions. Une prétendue franchise évidemment calculée. Il se comporte comme le ferait une femme. Tout du moins une femme de l'époque. Il est émotif, cyclotimique, hésitant et incapable de se maîtriser. C'était elle qui paraît froide et cruelle, comme un homme.
En se prétendant la victime de Madame de Tourvel, Valmont fait d'une pierre deux coups. Il cache ses manipulations et suscite inquiétude et pitié. Ces tendres émotions que font ressentir un enfant malade ou un animal blessé. Et ces émotions se transforment aisément en amour. C'est ce que la présidente découvre à sa plus grande détresse. La séduction exige que l'on élimine tout soupçon et toute résistance. La façon la plus habile d'y arriver est de faire croire à l'autre qu'il est le plus fort, que c'est lui qui a la situation en main. C'est l'inquiétude qui amène le soupçon. Or, si votre cible se sent supérieure à vous, elle sera tranquille en votre présence et ne se posera pas de questions sur vos motivations, vous trouvant trop faible, trop en proie à vos émotions pour manigancer quelque chose. Poussez ce jeu aussi loin que possible. Exhibez votre trouble, déplorez-en l'intensité. L'autre sera flatté de sentir le pouvoir qu'il a sur vous. Avouez quelques méfaits que vous avez commis ou simplement envisagé de commettre à son endroit. L'honnêteté a plus de poids que la vertu, et un aveu sincère aveuglera votre victime sur vos innombrables tromperies. Donnez une impression de faiblesse physique, mentale ou affective, car la force et la confiance en soi effraient parfois. Demandez à être consolé et jouez les victimes. Rien n'est votre faute. Votre faux pas est imputable à l'empire que l'autre a sur vous, aux circonstances, à la vie en général même. C'est la meilleure façon de brouiller les pistes. Vous savez, un homme ne vaut pas tripette s'il est incapable de pleurer au bon moment. Lyndon Baines Johnson, ancien président des États-Unis. Les clés de la séduction. Chacun a des faiblesses, ses fragilités intérieures. L'un est timide et hypersensible, l'autre a besoin de se faire remarquer. Quelle que soit cette faiblesse, elle nous dépasse. On peut essayer de la compenser par l'excès contraire ou de la cacher, mais c'est souvent une erreur. Les autres percent nos efforts à jour et nous ressentent comme peu authentiques. Rappelez-vous, les traits de caractère qui vous sont naturels sont vos atouts. Votre talon d'Achille, ce que vous maîtrisez le moins, est souvent ce que vous avez de plus charmant. Les gens sans aucun point faible inspirent plutôt l'envie, la peur ou la colère. On les fait trébucher avec un malin plaisir. Ne vous acharnez pas à lutter contre vos fragilités, à les réprimer. Apprenez à vous en servir. Faites-en un instrument de pouvoir. Le jeu est subtil. Si vous vous laissez trop aller à vos travers irrésistibles, on vous accusera de vouloir faire pitié, ou pire, on vous trouvera pathétique. Non. Contentez-vous de laisser entrevoir à l'autre l'un de vos points faibles, et seulement si vous vous fréquentez déjà depuis quelque temps. Cette image fugitive vous rendra plus humain à ses yeux, apaisera ses soupçons, et préparera le terrain pour un attachement plus profond. C'est ainsi que procède Valmont. Il a perdu son innocence depuis belle lurette, mais il fait mine de le regretter, se montre sensible à l'authentique pureté. S'il réussit à séduire ainsi la présidente, c'est qu'il ne s'agit pas que d'une comédie. Il y a en lui une certaine nostalgie du paradis perdu, au point d'en pleurer parfois. Au moment décisif, il lui dévoile cet aspect pour la désarmer. Tel Valmont, soyez à la fois sincère et machiavélique. Si par exemple vous êtes un vrai timide, laissez-vous aller au bon moment et montrez-vous tel que vous êtes. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à faire merveille d'une qualité que vous possédez déjà. En 1812, Lord Byron publia son premier grand poème, qui le rendit immédiatement célèbre. Cet écrivain de talent était très beau, presque trop, et il était aussi énigmatique et renfermé que les héros de ses œuvres. Les femmes devinrent folles de lui. Il avait une façon canaille de les regarder par-dessous qui leur donnait des frissons. Pourtant Byron n'avait pas que des qualités. Dès la première rencontre, on ne pouvait pas ne pas remarquer ses tics,
ses vêtements mal coupés, son étrange timidité et sa claudication. Cet homme de mauvaise réputation, cet anticonformiste notoire, était au fond un angoissé. Dans son poème Don Juan, le héros de Byron n'est pas tant un séducteur qu'un homme continuellement traqué par les femmes. Cette œuvre est autobiographique. Par désir de le protéger, les femmes assiégeaient cet homme fragile qui semblait si peu maître de ses émotions. Plus d'un siècle plus tard, le jeune J.F. Kennedy lut Byron avec ivresse et se donna pour but de l'imiter. Il s'essaya même au « regard en dessous » de son idole. Kennedy était plutôt chétif dans sa jeunesse et d'un naturel souffreteux. Il avait également un visage délicat et ses amis lui trouvaient quelque chose d'efféminé. Les faiblesses de Kennedy, tant physiques que mentales, car il était également angoissé, timide et hypersensible, étaient précisément ce qui lui valait les faveurs des femmes. Si Byron et Kennedy s'étaient efforcés de cacher leur vulnérabilité en faisant les fanfarons, ils auraient perdu leur charme. Au lieu de quoi, ils apprirent à faire subtilement état de leur faiblesse, laissant les femmes deviner ce qu'il y avait de tendre en eux. Les angoisses et les peurs sont spécifiques à chaque sexe. Ce sont des nuances dont il faut tenir compte avant de choisir cette arme stratégique. Une femme sera attirée par la force et la confiance en soi chez un homme, mais un excès lui fera peur et semblera peu naturel, voire hideux. Un homme froid et insensible l'intimidera, elle pensera qu'il ne convoite que son corps. Les séducteurs ont appris depuis longtemps à se montrer plus féminins, à exprimer leurs émotions, à faire semblant de s'intéresser à la vie de leurs victimes. Ainsi, les troubadours du Moyen-Âge écrivaient des poèmes en l'honneur de leurs dames, décrivaient leurs sentiments par le menu et passaient des heures dans les boudoirs des châtelaines. En échange du tribut qu'ils versaient à la vulnérabilité, ils obtenaient de leurs belles le droit de les aimer. Les choses n'ont guère changé. Plusieurs des grands séducteurs de l'époque moderne, comme Gabriele D'Annunzio, Duke Ellington et Errol Flynn, ont compris l'avantage de se faire l'esclave d'une femme, de fléchir le genou devant elle comme un troubadour. Mais le secret est de n'en rester pas moins viril. D'après Søren Kierkegaard, un peu de timidité à bon escient de la part d'un homme est une tactique extrêmement séduisante, car elle met la femme à l'aise. Elle se croit supérieure. Néanmoins, n'en faites pas trop. Sinon, votre cible pensera que tout le travail d'approche lui incombe et elle perdra courage. C'est souvent le souci d'affirmer sa virilité qui tourmente un homme. Il se sentira menacé par les initiatives d'une femme trop ouvertement manipulatrice. Les grandes séductrices de l'histoire savaient rassurer leurs amants en jouant les petites filles en quête de protection masculine. Une courtisane fameuse de la Chine antique, Su Xiao, se poudrait le visage pour avoir l'air particulièrement pâle et fragile. Elle avait même travaillé sa démarche pour paraître frêle. Cora Pearl, demi-mondaine du XIXe siècle, arborait des tenues de fillette et en manifestait les humeurs primesautières. Marilyn Monroe donnait l'impression aux hommes que sa survie dépendait de leur appui. Dans tous ces cas, c'est la femme qui garde la haute main, gonflant le sentiment de virilité de l'homme pour mieux le réduire en esclavage. Cette technique est d'autant plus efficace que ce besoin de protection affiché s'accompagne d'une sexualité à fleur de peau, ce qui permet tous les fantasmes. Joséphine réussit très tôt à obtenir ses 4 volontés de Bonaparte grâce à une coquetterie calculée, après quoi elle conserva son emprise sur lui par ses fréquentes crises de larmes. Le spectacle des pleurs de l'autre, qui sont pourtant rarement innocents, ne nous laisse jamais indifférents. Nous éprouvons immédiatement de la compassion. Certains feraient même n'importe quoi pour les étancher, même des choses qu'ils ne feraient jamais en temps ordinaire. Les sanglots constituent une arme redoutable. Même si les larmes ont généralement une vraie raison, elles peuvent comporter une part de comédie,
qui, si celle-ci était vantée, voue toute la tactique à l'échec. Mais sans avoir recours à ce que les larmes ont de spectaculaire, la simple tristesse possède un attrait séducteur. Le premier mouvement est de vouloir réconforter l'autre, et ce désir se mue vite en tendresse. La mélancolie, voire quelques larmes à l'occasion, sont un appoint stratégique précieux, même chez un homme, et cela s'apprend. Dans le roman de Marivaux, Marianne, l'héroïne se remémore un événement douloureux de son passé lorsqu'elle veut avoir l'air triste ou parvenir à pleurer. N'abusez pas des larmes, cependant. Utilisez-les à bon escient, en particulier si votre victime a des doutes sur vos intentions, ou si vous craignez de n'avoir aucun effet sur elle. Les larmes sont un bon baromètre des sentiments de l'autre. Si vous n'arrivez qu'à l'agacer, mieux vaut sans doute laisser tomber toute l'affaire. Dans l'arène politique, et en société en général, une ambition ou une sûreté de soi trop affichée font peur. Il est indispensable de les tempérer par des preuves de vulnérabilité. Un seul point faible dissimulera maintes manipulations. Là aussi, l'émotion et même les larmes peuvent se montrer utiles. Cependant, la tactique la plus efficace, c'est de jouer la victime. Pour sa première allocution devant la Chambre des communes, Benjamin Disraeli avait préparé un chef-d'œuvre de l'art oratoire. Les membres de l'opposition firent un tel chahut qu'il n'arrivait guère à se faire entendre. Il poursuivit envers et contre tout, puis regagna sa place avec l'impression d'avoir échoué. À sa grande stupéfaction, son discours avait été un franc succès. Cela n'aurait pas été le cas s'il s'était plaint ou avait renoncé. Or, son courage l'avait posé en victime d'une grossière manœuvre de discrédit, suscitant la sympathie quasi générale. En répondant à une insulte par l'insulte, vous vous salissez à votre tour. Contentez-vous d'encaisser les coups et jouez la victime. L'opinion se ralliera spontanément à votre cause, vous offrant les bases d'un avenir politique glorieux. Symbole, le grain de beauté. Un beau visage est un plaisir des yeux. Pourtant, s'il est trop parfait, il laisse froid, voire intimide. Une légère imperfection, un grain de beauté le rendront plus humain et aimable. Ne cachez pas tous vos défauts. Ils adouciront vos traits et susciteront de tendres sentiments. A contrario. En matière de séduction, tout est fonction du moment. Quelqu'un qui est en train de tomber amoureux ignorera les faiblesses de l'autre ou les jugera touchantes, quand une personne raisonnable et dans son bon sens les trouvera pitoyables. D'autre part, certaines faiblesses sont sans valeur séductrice, aussi amoureux qu'on soit. Ninon de l'Enclos, grande courtisane du XVIIe siècle, aimait les hommes fragiles. Mais lorsqu'un de ses soupirants pleurnichait qu'elle ne l'aimait pas assez, qu'elle était trop indépendante et volage, qu'elle lui faisait de la peine ou du tort, c'en était trop. Ninon mettait fin à la relation sur le champ. Se plaindre ou chercher à susciter la compassion, loin de charmer, peut se révéler pure manipulation. Quand vous jouez les victimes, faites-le avec subtilité, sans excès importun. Les seules faiblesses utiles sont celles qui peuvent vous faire aimer. Éradiquez à tout prix les autres.